Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management sur Be Smart for Change. À quelques jours de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on va justement s'intéresser dans Bien dans son job au handicap invisible. On va en parler justement avec Jonathan Boudot qui est le cofondateur de Calling Care. Et vous verrez, le handicap invisible, c'est un peu la genèse de leur entité qui va accompagner donc des salariés en situation de handicap et aussi les entreprises qui veulent mettre en place des politiques beaucoup plus inclusives. Dans le cercle RH, je serai accompagné comme tous les vendredis de Caroline de Senneville et on va parler de l'accueil des personnes avec un handicap psychique au travail, plus particulièrement des personnes autistes. Autour de la table, Armelle Chapalin, qui est la cofondatrice de l'École supérieure pour les talents atypiques, Étienne Hirschauer, qui est le DG de Ecoder, et Sabina Menasria, qui vient de lancer la Neurodiversity Alliance. Tous les trois seront avec moi en seconde partie d'émission. Voici le programme, tout de suite on se met bien dans son job. Se rendre compte à 30, 40, même peut-être 50 ans qu'on est porteur d'un trouble autistique, que l'on est bipolaire, que l'on est HPI, et on ne va pas oser forcément le dire à son employeur, à son manager. Or, c'est un vrai problème puisqu'il faut déjà au départ se rendre compte de ce trouble et aussi pouvoir en parler avec ses collègues. C'est ce qu'essaie de faire Jonathan Boudot avec Calling Care. Ils essaient de démocratiser la parole, de la libérer, et on va parler de la genèse de son entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors, Calling Care, c'est déjà une histoire humaine, puisque vous avez cofondé l'entreprise donc avec Mathilde Murzo. Et en fait, le point de départ, c'est son cas personnel. Est-ce que vous pouvez raconter justement cette situation ? Absolument. Donc avec Mathilde Murzo, mon associé, on est amis depuis une quinzaine d'années. On a étudié ensemble, on a fait un master marketing et TIC. Ensuite, on a pris des chemins professionnels différents et il y a environ 8-9 ans, alors qu'elle était en pleine ascension professionnelle, elle a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire. Et donc un trouble bipolaire, comme beaucoup de pathologies, c'est une situation qui peut être assez stigmatisante, qui peut être assez délicate. Et donc elle est forcément passée par des situations assez pénibles, par des arrêts maladie de plus ou moins longue durée, puis par des retours au travail. Et lors de ces retours, elle avait une entreprise qui était assez accueillante, des collègues qui étaient très humains, mais malgré ça, elle s'est aperçue qu'il y avait un certain dysfonctionnement au niveau de l'accompagnement de l'entreprise vers les personnes porteuses de handicap, ou en tout cas concernées par un défi de santé. Elle a ensuite fait d'autres arrêts maladie, d'autres retours, et donc au bout d'un moment, elle s'est dit, OK, peut-être qu'il faut changer la méthode d'accueil de ces personnes Exactement. en situation de handicap invisible. On parle là de bipolarité. Le handicap invisible, ça peut donc toucher, par exemple l'autisme, Oui. c'est considéré comme handicap invisible. Oui. Il y a des choses beaucoup plus subtiles, mais le plus gros problème, c'est quand les gens n'ont même pas conscience en fait de ça, parce qu'on a peut-être certaines personnes qui portent un handicap invisible, mais ne le savent même pas en fait. Ça, comment on peut détecter ? Alors, exactement, la notion d'identification est très importante. Donc nous, c'est pour ça qu'on parle surtout de défi de santé, au-delà du terme handicap, tous les jours avec Colline. Pour pas stigmatiser. Pour pas stigmatiser. Parce que, et c'est notamment le cas de la SECPH, quand on parle de handicap, on pense souvent au fauteuil roulant, on pense à la canne blanche. Moins de productivité. Moins de productivité, davantage d'absence. Et les handicaps visibles concernent, les handicaps moteurs en tout cas, concernent maximum 5% des handicaps. Oui, la majorité des gens qui portent un handicap, c'est un handicap invisible. Totalement. Et donc on parle vraiment de personnes qui sont concernées par un diabète, par une endométriose, par un trouble 10. Et quand on est concerné par ces types de maladies, on sent qu'on vit parfois des situations qui sont handicapantes, mais pour autant, on ne se considère pas comme, je dis exprès comme ça, comme handicapé. Et donc, nous, on essaie d'avoir un champ lexical qui est plus léger et qui va vraiment s'adapter à chaque personne. Quand on ne se considère pas comme handicapé, ça veut dire qu'on ne demande pas d'adaptation. Non. Et c'est là le problème, en fait, c'est qu'il faut adapter pour que les gens soient pleinement efficaces. Il faut adapter pour que les gens soient pleinement efficaces, mais il faut aussi pouvoir en parler en interne, donc au travail. Il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir montrer que, en fait, c'est pas parce que vous avez un handicap, c'est pas parce que vous avez une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Que vous allez pénaliser l'équipe. Exactement, que vous allez être moins performant, que vous allez être davantage absent. Donc,
essayer d'en parler si le dialogue est plutôt ouvert. Euh, À qui on en parle d'ailleurs? Parce que la grande question, c'est est-ce que c'est le DRH qui gère ça? Est-ce que c'est le manager direct? Est-ce que c'est le big boss? Ou est-ce que c'est, on va dire, un sous-DRH spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap invisible? alors, tout dépend de la structure. De la taille? Les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent handicap en interne. Donc, ce sera principalement l'interlocuteur Et à qui dépend de la privilégier, DRH? qui dépend souvent de la DRH, mais le référent handicap euh, est censé proposer un soutien totalement confidentiel. Donc, tout ce que vous dites à votre référent handicap ne sera pas partagé avec la direction. C'est ça le grand défi, c'est invisible quand même, malgré tout, pour certaines personnes, si la personne en situation le souhaite. Ça peut être totalement invisible et c'est invisible dès le process du recrutement. Mm. Quand on passe les process avec le recruteur, avec le DRH ou bien son manager potentiel, si on a un handicap invisible, souvent on n'en parle pas. Et ça, 70% des personnes qui sont concernées n'en parlent pas. Et donc on peut se dire qu'on va en parler après la période d'essai, mais finalement on se dit, bon, moi, j'ai On en réussi à parle le cacher jamais. pendant plus de 3 mois, 3-4 mois, donc je vais continuer. C'est que si on n'en parle pas, on n'a aucun accompagnement, on ne va pas non plus se sentir à l'aise, on ne se sent pas forcément nous-mêmes parce qu'on a l'impression de cacher quelque chose et donc ça peut... Et on crée forcément un jour une situation Exactement. complexe. Merci beaucoup, Jonathan Boudot, cofondateur de Calling Care avec donc Mathilde Murzeau. À bientôt sur le plateau de Smart Job. Je vous invite à regarder la suite puisqu'on va s'intéresser à l'accueil des personnes avec un handicap psychique, par exemple les personnes en situation d'autisme. Comment les accueillir dans l'entreprise? Comment faire en sorte qu'ils travaillent et s'épanouissent le plus facilement possible? C'est le débat du Cercle RH. C'est juste après le jingle. Comment travailler malgré un handicap psychique lourd? Plus spécifiquement, l'autisme auquel on va s'intéresser aujourd'hui. C'est une vaste question à laquelle on va tenter de répondre, donner un début de réponse en 20 minutes avec mes invités. Armelle Chapalin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes co-créatrice, Oui. cofondatrice donc, Oui, de exactement. l'École supérieure pour les talents atypiques. Donc c'est une école spécifiquement pour des personnes en situation d'autisme, c'est ça? Oui, c'est une école unique en Europe qui a été créée par et pour des autistes sans déficience intellectuelle. On peut dire aussi aujourd'hui avec un trouble du développement intellectuel. L'acronyme change assez souvent. Ça s'adresse donc à des jeunes post-bac qui souhaitent faire des études dans un milieu qui va être complètement adapté aux spécificités autistiques. Et c'est là où c'est vraiment innovant, puisque ça n'existait pas. Oui, les Avec personnes autistes devaient rentrer dans des écoles, entre guillemets, classique, générales, traditionnel. et on va y revenir en détail après, puisque c'est lié à votre histoire personnelle, j'ai envie de dire. Étienne Hirschauer, DG, directeur général d'Ecoder, Oui. aussi une entreprise spéciale. D'ailleurs, on est à la limite entre l'entreprise et l'association. Et vous employez beaucoup de personnes en situation de handicap psychique important, notamment des personnes autistes. C'est bien ça, je me trompe pas. Exactement. Quelle proportion de salariés en Chez situation? Ecoder, on est 200 et c'est 140 personnes qui sont en situation de handicap. Donc une majorité des salariés. Ouais. Et ça va, vous êtes bénéficiaire, il n'y a pas de problème de productivité. On fait même cette année presque 30% de développement par rapport à l'année dernière. Donc vous allez nous expliquer en cours d'interview exactement. comment ça marche, puisque c'est peut-être ça le sujet, c'est de montrer qu'une personne autiste peut être particulièrement productive, efficace, comme une personne qui ne le serait pas. Sabrina Menasria, bonjour. Alors, vous avez écrit un livre sur les math skills que je présente là à la caméra. Vous avez aussi lancé le 16 septembre, là, alors je vais essayer de bien le prononcer, Neurodiversity Alliance, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'entreprises qui travaille à mieux inclure les profils neuroatypiques en entreprise. Donc, c'est comme un petit peu un think tank, mais agissant avec un impact social. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes neuroatypiques de trouver leur place dans les organisations en discutant des modalités, comment ajuster, des modalités de recrutement managérial, etc. On parlera beaucoup Et d'ajustement. on a des entreprises comme Capgemini, Société Générale, etc., qui font partie de cette alliance. Et donc, neuroatypisme, ça peut être l'autisme, donc la bipolarité dont on a parlé dans l'interview d'avant, ça peut être les HPI aussi. Enfin, il y a une gamme assez large de tout ce qu'on peut inclure dedans. Oui, la neuroatypie, ça reste un terme social, pas forcément médical. Caroline de Senneville, bonjour. Comme tous les vendredis, donc journaliste chez Décideur RH, vous allez nous poser les bases du sujet. On va s'intéresser donc plus spécifiquement aux personnes autistes sans déficience intellectuelle. Après, on le verra.
Ça représente quoi déjà dans la population française j'ai envie de dire en proportion? La Haute Autorité de Santé estime qu'environ 700 000 personnes en France sont concernées par un trouble du spectre autistique, TSA. Derrière ces chiffres, l'autisme regroupe une diversité de profils et de manifestations. Vous l'évoquiez, 30 à 40% des personnes autistes ont aussi un trouble du développement intellectuel et 40 à 60% un trouble spécifique d'une fonction cognitive, que ce soit des troubles du langage ou de l'attention, par exemple. Ce qui peut rendre donc l'insertion professionnelle plus complexe. Plus délicate. Armelle Chapalin, je me tourne vers vous parce que la création de l'école supérieure pour les talents atypiques, c'est un peu l'histoire de vous et de votre mari. Et donc, ce que j'ai lu, c'est dans une précédente interview, vous expliquez que lui se rend compte à 45 ans, en tentant d'être recruté par une entreprise américaine, il passe un test et il découvre qu'il est porteur. On dit porteur d'un Non, parce syndrome, que c'est comment pas on une dit maladie. Donc, on est du verbe naître On est autiste. avec un cerveau autiste ou avec ok. un cerveau neurotypique quand on n'est pas autiste. Mais on n'est pas atteint d'eux, on ne souffre pas et ce n'est pas une maladie, donc on ne peut pas la soigner. C'est au contraire une autre forme d'intelligence. Et effectivement, dans l'histoire de la création de l'école, c'est la découverte de mon mari à 45 ans qu'il est autiste. Mais c'est pour une étude aux États-Unis où on lui dit c'est cerise sur le gâteau. Non seulement vous avez des compétences informatiques, mais vous êtes autiste. Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est juste l'inverse d'en France. C'est-à-dire que là-bas, on recherche les profils autistiques pour leur talent, parce on est convaincu qu'autour de la table, mélanger les deux formes d'intelligence, c'est des projets qui sont plus ambitieux, plus aboutis, qui vont plus loin. Et donc, il y a déjà une totale différence avec la perception qu'on peut avoir en France, d'où le fait qu'il n'y avait pas de structure pour les jeunes qui ont obtenu le bac, ou même chez nous qui ne l'ont pas obtenu, parce que parfois ils ne sont pas descendus de voiture le jour de l'examen, par stress, pas par méconnaissance des matières. Ce qui fait que mon mari, quand il a appris qu'il était autiste, a voulu en faire quelque chose pour les générations qui viennent. Et il s'est rendu compte que ça allait être extrêmement compliqué de adapter, de modifier l'enseignement supérieur actuel. Donc, il a créé une école, pas au doigt mouillé, avec vraiment les travaux scientifiques qui ont été faits au Québec, en Australie, parfois en Europe, pour justement répondre aux attentes des profils autistiques. Il a eu le job, j'imagine, là, vu comment vous en parlez, ou en tout cas, on lui a proposé. On lui a proposé, Mais il l'a pas il pris. devait faire valider qu'il était autiste, donc burn-out, parce qu'il y a énormément de personnes qui, quand elles l'apprennent au milieu de sa vie, on va dire, Ouais, c'est un ça vrai change choc. beaucoup de choses. Et donc, il a relu toute son existence avec l'élément, l'information qu'il était autiste, comprenant tous ces moments dans la vie sociale ou familiale où il n'avait pas les codes, où il ne comprenait pas que Où il tout le était monde décalé un rigolait, peu, ouais. où voilà, parce qu'ils ne lisent pas forcément les expressions du visage. Ils sont sensibles à d'autres choses Voilà. de manière plus profonde. Exactement, parce que leur cerveau ne les câble pas pour tous les codes sociaux. C'est pour ça qu'à l'école, on a vraiment plein de cours en savoir social pour leur apprendre ce que les neurotypiques apprennent de manière innée. C'est plus dur pour un talent autiste, mais par contre, sur d'autres compétences, peut-être que ça va être plus facile. aussi à Exactement. Ils sont pas bons en codes sociaux, mais ils ont des plus que l'intelligence neurotypique ne va pas donner. Une excellente mémoire, on le voit avec des acteurs, notamment anglo-saxons, qui osent dire qu'ils sont autistes, qui leur a donné une mémoire formidable. Quand ils aiment un sujet, ils sont souvent Oui, il y a des incollables intérêts dessus. spécifiques. Donc, effectivement, parfois, quand ça touche le monde de l'entreprise, c'est bien, mais ça peut être des sujets historiques, ça peut être des langues anciennes. Mais effectivement, ça montre qu'ils ont une précision et puis surtout... Capacité à approfondir les exactement, ils vont au bout des choses. Je vais donner la parole à Monsieur Hirschauer, parce que sinon, on pourrait faire 20 minutes juste avec vous, Armelle, c'est passionnant. À Ecoder, comment on fait? Quelle est la philosophie pour justement accueillir ces collaborateurs autistes? Alors, nous, c'est notre fonctionnement. Enfin, on en a fait notre Ça fait longtemps que vous le savoir-faire. faites. Ouais, ça fait 20 ans qu'Ecoder existe. Alors, rapidement, pour vous présenter Ecoder, on est à peu près 200. On est sur 6 sites en France et on reconditionne du matériel informatique. Donc, on est sur un marché qui est un marché en progression. Et donc, l'idée et l'intuition d'Ecoder il y a 20 ans, et c'était pas moi, donc de fait, je ne porte rien de tout ça, c'était de se dire, OK, avec le handicap psychique ou le handicap autistique cognitif, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut faire un lien avec l'activité professionnelle à proprement parler? Alors, dans les profils qu'on accueille, nous, on a des profils à la fois autistiques, mais aussi des profils avec des handicaps psychiques. Donc, des profils qui sont souffrants. Quand on dit handicap psychique, on entend ce que vous disiez tout à l'heure, savoir la bipolarité. On entend aussi la schizophrénie, on entend aussi tous les syndromes maniaco-dépressifs. Ils ont de commun
le fait qu'il n'y a pas d'altération de l'intelligence, de la capacité de réflexion. Quelquefois, elle est différente, mais quoi qu'il en soit, il y a une capacité de structuration de sa pensée qui est possible. D'accord ? Donc, on n'est pas dans un échappatoire lié à un manque d'intelligence. Par contre, Voilà. on imagine bien que pour ce type de collaborateur, le rôle du manager ou du N+1 est important. C'est que j'imagine bien, moi, personnellement, que ce sont des collaborateurs qui ont besoin de consignes très claires. Il faut Ah leur oui. dire exactement ce qu'on attend d'eux pour... Oui, clairement, évidemment. Évidemment. Donc, on a tous les... Enfin, le sujet pour une structure comme la nôtre, c'est le manager de premier niveau. Le manager de premier niveau, c'est celui qui va à la fois être conscient de la spécificité du collaborateur avec lequel il travaille, et puis aussi être redevable d'une production à effectuer. Voilà. Donc de pouvoir faire un lien entre les profils qu'il encadre et puis l'objectif qu'il a à fournir pour l'entreprise. Voilà. Et donc le vrai sujet, c'est ce management de premier niveau, et il est absolument nécessaire que ce management de premier niveau soit à la fois formé et puis soit accompagné. On a aussi dans notre structure ce qu'on appelle des psychologues chargés d'insertion, donc qui vont accompagner les managers de premier niveau tout au long du parcours des collaborateurs avec lesquels on travaille. Mais ça donne de très 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 bons résultats, puisque de fait, on arrive à faire progresser l'entreprise de manière très rapide. Sabrina Ménastria, je me tourne vers vous parce que donc, vous venez de fonder la Neurodiversity Alliance et vous avez travaillé dans des grandes structures. Donc vous avez vu aussi ce qui se passe dans des structures importantes qui ont peut-être des moyens. Là, le constat que vous feriez sur l'accueil des personnes neuroatypiques, les grosses entreprises ou les ETI, est-ce qu'elles sont bien armées? Est-ce qu'elles sont efficaces dans cet accueil aujourd'hui? En France, je parle, puisqu'aux États-Unis... Et en Angleterre, différent. c'est plus avancé. C'est un sujet qui est Ou dans les pays scandinaves, peut-être aussi, ils sont peut-être mieux... Oui, un peu plus qu'en France, effectivement. En France, je dirais que dans les domaines de la technologie, comme vous le disiez très justement, c'est là où on a commencé à s'intéresser à ces profils-là, puisqu'il y avait un défaut de poste. Enfin, c'est purement utilitaire, j'ai envie de dire. Et il y avait une conscience qu'il y avait des compétences spécifiques et des jobs à pourvoir pour lesquels ils ne trouvaient pas de talent. Donc, ils ont commencé à élargir leur recherche et à se concentrer sur ces profils qui ont effectivement des talents spécifiques, les talents autistes. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, dans le domaine du numérique, il y a déjà, je dirais, une connaissance sur cette thématique-là. Sauf peut-être pour les personnes dyslexiques, qui sont encore un cas à part. Là, je parle vraiment des profils autistiques. Je ne parle pas des autres neuroatypies qui sont... Il y a vraiment... Oui, c'est du cas par cas à chaque fois, bien sûr. Il ne faut pas généraliser. Pour le coup, le terme neurodiversité vient vraiment des milieux autistiques. Et c'est vraiment cette volonté de pouvoir inclure des personnes qui ont, comme vous l'avez dit, des cerveaux différents, un mode de fonctionnement différent dans l'entreprise, et qui a donné naissance un petit peu à ce terme-là, et dans la société, pas que dans l'entreprise. Donc je dirais dans le domaine du numérique, oui. Dans les autres domaines, c'est beaucoup à construire. Il y a une insuffisance de formation, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fondé la Neurodiversity Alliance, parce qu'en travaillant avec des entreprises sur les modalités de recrutement spécifiques, sur les capacités managériales, comment on accompagne et on développe un profil neuroatypique. Aujourd'hui, on a des chiffres. Quand on demande à une personne neuroatypique, autiste ou pas autiste, qu'est-ce qui est important pour elle? Comment elle peut se sentir inclue en entreprise? Eh bien, à plus de 70%, ils disent un manager qui me comprend et de la sécurité psychologique, avant même le poste en lui-même. Donc de la bienveillance, de la puissance que ça représente. Ils veulent beaucoup de bienveillance d'une certaine manière. Et d'être compris et d'être mis dans leur zone de talent. Parce qu'en fait, si vous demandez à un profil autiste de gérer une équipe avec beaucoup de communication implicite, avec beaucoup de compréhension sur les codes sociaux humains, ça peut être très compliqué. Ou il ou elle, on l'a mis en difficulté. Il ou elle peut être mis en difficulté, ça peut générer énormément de stress et provoquer derrière des troubles. Il y a des risques psychosociaux associés. Donc en fait, quand on travaille avec les entreprises, c'est vraiment sur comment on recrute différemment, comment on leur permet d'accéder à l'entreprise et comment on les développe et on les accompagne dans l'entreprise différemment. Et c'est ce qui fait que le manager neuro-inclusif, c'est un peu le manager de demain, parce que c'est celui qui sait aussi tenir compte de fonctionnements cognitifs différents au sein de son équipe pour tirer le meilleur de chacun, en fait. Caroline, je me tourne vers vous parce que là, on parle de beaucoup de très belles intentions avec des gens qui sont bienfaisants, bienfaisants. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises. La situation de l'emploi, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap et notamment pour les personnes autistes,
Il est très Malheureusement, élevé. il est très élevé. Il est plus de 80% selon l'association Autisme France notamment, et vous l'évoquiez, il y a des questions de recrutement plus inclusif, de processus de recrutement qui permettent à ces personnes de se sentir aptes à postuler, et vous l'avez évoqué aussi une fois au travail, des enjeux de réaménagement de postes, notamment parce que ce sont des personnes qui ont souvent une surcharge sensorielle, une très forte sensibilité aux stimuli, donc voilà, il y a aussi des enjeux là-dessus. Je ne sais pas chez Coder comment vous appréhendez la chose, mais il y a cet enjeu également. Clairement. En fait, on a posé le sujet comme étant le sujet principal. Le sujet d'intégrer ces talents-là, ces profils-là, c'est le sujet principal. Après, il se trouve qu'on reconditionne du matériel informatique et qu'on le fait très bien, mais le vrai sujet, c'est de commencer par ça. Parce qu'on se rend bien compte qu'on est dans un univers où ces sujets-là ne sont pas les sujets principaux. Le sujet principal, c'est de réussir à faire tourner son entreprise, à la rendre rentable. D'accord ? Mais en regardant les choses de manière différente, sous un prisme différent, on se rend compte que quand le sujet principal est d'accueillir des personnes en situation d'autisme ou d'autres types de pathologies, sachant que l'autisme n'est pas une pathologie, excusez-moi, mais vous comprenez ce que je veux dire, en substance, Les vous comprenez personnes ce que je veux dire. qui vivent la vie pro différemment. Exactement, quand on prend ça sous ce spectre-là, d'accord, on arrive finalement à de très très bons résultats. Et donc on arrive à avoir une efficacité industrielle, une efficacité capitalistique, je dirais, commerciale, tout aussi bonne. D'ailleurs, Étienne, c'est quoi qui permet à un individu, à une personne autiste, d'être efficace, mais aussi d'être épanoui dans son travail? En fait, comment faut la manager, comment faut l'accompagner, comment faut lui parler? Par exemple, quand il y a un problème, j'imagine qu'il ne faut pas lui crier dessus, mais peut-être lui parler clairement et lui dire, d'une manière très claire, lui dire qu'est-ce qui ne va pas, et la personne réagira très bien, en fait. J'imagine, mais vous, comment vous gérez, comment vous dites à vos managers de gérer? Alors, le sujet, encore une fois, et c'est ce qu'on a déjà dit, le sujet, c'est d'individualiser le suivi. De ne pas considérer que le groupe existe en tant que groupe et qu'il doit être cohérent en tant que groupe. Le sujet, c'est que le manager puisse considérer chaque individu dont il a la responsabilité comme unique. Et donc, de fait, il va parler à un tel ou à une telle de manière un peu différente, parce que chacun est un peu différent, chacun s'en trouve un peu différemment. Et donc, de fait, il arrive à faire avancer son équipe collectivement, parce qu'il aura préalablement eu un suivi individuel. Chaque cas était vraiment unique. Oui, ça veut dire qu'on ne met pas les gens dans une case type de management pour personnes autistes, type de management pour personnes schizophrènes. C'est chaque personne précisément son suivi. Et ça veut dire qu'il faut leur accorder, les managers doivent être beaucoup formés, il faut leur accorder du temps et de la patience, parce que j'imagine que quand on individualise le management, le manager peut faire beaucoup plus facilement des erreurs aussi. Il y en a, j'imagine, parfois qui doivent pas toujours prendre les bonnes décisions, pas toujours dire la bonne chose au bon moment. Alors, comment vous récupérez évidemment. Le manager qui fait aucune erreur n'existe pas, évidemment. Enfin, je veux dire, le truc est compliqué, manager c'est compliqué, mais évidemment. Mais il est nécessaire préalablement d'avoir construit une relation où on sait qui on est et où le manager a l'intelligence suffisante pour savoir que il peut faire des erreurs, il peut heurter. Et donc, on peut revenir sur cette erreur. Personne n'est infaillible. Prendre conscience rapidement. Voilà, et puis dire, écoute, excuse-moi, comment est-ce que tu l'as vécu? Mon fonctionnement est différent du tien. Et c'est bien. Enfin, c'est comme ça la vie. Verbaliser beaucoup? Ah oui, tout est forcément verbalisé, parce que de fait... et puis, verbalisé, ou en tout cas compris. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'établit avec les uns et les autres, à la fois qui est ni condescendante, mais qui est vraiment bienveillante dans le sens plein du terme, dans le sens t'es un homme, je suis une femme, t'es un homme, on est différents, on va fonctionner de manière différente. T'es en situation où t'as beaucoup de difficultés à la maison et de fait, t'es moins disponible, t'es un peu plus à fleur de peau. Et moi, je suis plus en forme en ce moment parce que de fait, je sors d'événements heureux. Tout ça, ça participe du même mouvement. Alors en effet, il y a un mouvement supplémentaire lié aux qualités ou aux particularités des personnes avec lesquelles on travaille, mais à compter du moment où la relation humaine, où la connaissance existe, on arrive tout à fait à s'adapter. Il faut former aussi les managers. Et il faut former les managers. Quand ils ont un profil autiste, alors vous, effectivement, c'est dans la culture de l'entreprise, mais vraiment, les managers sont désemparés parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils ne sont pas formés et qu'ils observent des comportements encore une fois, c'est vraiment expliquer, formés, ils ont du mal à manager, entre guillemets, ces profils. Mais quand ils commencent à comprendre les fonctionnements, par exemple, l'importance de la rationalité,
de donner du contexte, d'expliquer, de lâcher des repères, de donner des repères, de cadrer. Ça, si on ne le fait pas, on peut mettre le collaborateur dans une situation de stress telle qu'au final, il va se replier sur lui et en fait, on va dire, il n'est pas efficace ou alors on en a marre dans l'équipe. Donc, c'est vraiment aussi important, je pense, les managers connaissent pas en fait toutes ces spécificités-là et ça, c'est un élément qui fait vraiment la différence dans l'accompagnement. Je sens que Caroline, vous avez une question, vous avez envie de rebondir. Non, mais il y a une 4e étude d'impact de la stratégie nationale autisme trouble du neurodéveloppement qui a été conduite par Ipsos et qui confirme ces enjeux de bien-être des salariés autistes, puisque 95% d'entre eux se sentent incompris dans ce qu'ils vivent. Donc voilà, d'où cet enjeu de communication. Et ils sont aussi, vous le disiez, beaucoup plus sujets aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs. Armelle, beaucoup plus sensible, j'imagine, les personnes autistes aussi, quand il y a de la tension, peut-être même qui ne les concerne pas, parce qu'on parlait de gens qui voyaient pas forcément les choses comme nous, mais c'est des gens quand même très sensibles. S'il y a de la tension, ils vont peut-être même le prendre sur eux plus lourdement. Et ça aussi, il faut savoir le détecter. C'est-à-dire que des fois, des sujets, nous, on se dit, ça ne les concerne pas, mais eux ont senti qu'il y avait peut-être un conflit entre 2 autres collaborateurs. Et ça peut les pénaliser. Alors, ils sont effectivement très sensibles et puis ils ont cette faculté qu'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle de percevoir justement des non-dits. Des non-dits, exactement, enfin, de voir les personnes, comment elles se sentent, ou même d'anticiper parfois sur ce qui peut se passer. Mais je voulais revenir sur les aménagements parce qu'effectivement, je crois qu'on arrive au moment où les entreprises commencent à comprendre tout l'intérêt d'avoir ces personnes chez elles. Et donc, les aménagements, ils ne sont pas extraordinaires non plus. Les entreprises sont souvent capables de le faire. On parle de réduire la luminosité. On parle de mettre moins de bruit quand ils sont dans un open space, un endroit où il y aura moins de passages. C'est pas des choses non plus incroyablement compliquées à faire. Après, c'est vrai, il faut leur dire des choses précises. On doit leur poser vraiment des questions et pas leur dire tiens, le site, il y a longtemps qu'on l'a pas regardé. Ben non, il faut lui dire le site internet, il n'est vraiment pas à jour, il faudrait vraiment reprendre des pages, refaire ci et ça. Donc oui, moi, dans l'expérience que l'on a avec nos jeunes qui ont 2 périodes de stage par an en entreprise, c'est aussi qu'ils apportent énormément de liens dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences professionnelles pour lesquelles on va les chercher, ils ont aussi cette capacité d'amener un contexte bienveillant de par eux-mêmes, parce que eux sont comme ça. Exactement, parce qu'ils sont très loyaux, parce qu'ils n'aiment pas le mensonge, donc ils sont cash aussi, mais dans le bon sens. Donc nous, on a souvent le retour qu'on a des équipes qui ne sont plus les mêmes. Alors déjà, elles gardent les aménagements, moins de lumière, moins de bruit, ça va à tout le monde en fait. Exactement, ils se rendent compte que c'est bon pour tout le monde. Et puis, il y a cette partie humaine qui a été apportée. Et nous, on est souvent très fiers de nos jeunes qui vont en entreprise, mais qui sont rappelés par l'entreprise pour le stage de l'année d'après, et pas parce qu'ils sont autistes. Ils sont très sensibles au fait qu'il y a 6% dans les entreprises de personnel qui doit être en situation de handicap. Ils le savent. Mais maintenant, les choses bougent, il me semble. Et on voit qu'ils sont repris pour ceux qu'ils sont. Et pas pour le quota qu'ils permettent Exactement. de remplir. Ce sera le mot de la fin, parce que le temps passe très très vite. C'est un sujet passionnant et je pense qu'il faudra encore en reparler. C'est un vrai sujet de société et c'est un très beau sujet en réalité de comment on fait pour accueillir toutes ces personnes différentes dans l'entreprise. Vu que c'est la fin de l'émission, j'en profite pour remercier les gens qui m'ont accompagné en régie. J'avais Pauline qui me parlait dans l'oreillette, Saïd au son, Mani à la réalisation. Le Taulier Arnaud Ardouin est de retour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre en replay ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.